Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de nous recevoir. Merci pour nos invités. S'il y a bien une chose que l'on sait dès la naissance d'un enfant, c'est qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. C'est une évidence et pourtant les évidences sont parfois prises en défaut. Il y a des petits garçons qui en grandissant réalisent qu'ils sont des filles dans leur tête et l'inverse est vrai aussi. Certaines filles, c'est plus étonnant parfois, décident de devenir des garçons alors que physiquement elles ont tout d'une fille. Ces personnes estiment que la nature s'est trompée. En les fabriquant, ils pensent qu'ils n'ont pas l'identité sexuelle qu'ils devraient avoir et ils décident de changer de sexe. Comment supporter que son père devienne une femme? Comment accepter que son enfant change de sexe? Comment supporter que l'homme qu'on aime est physiquement une femme? Voici les questions que nous allons aborder avec nos invités dans toute une histoire. Et tout de suite, nous commençons avec l'histoire de Stanislas. Stanislas s'appelait Cindy, il est né fille, mais c'est aujourd'hui un garçon, un homme presque, un homme même. Il y a 5 mois, Stanislas s'est marié et dans quelques mois, il va être papa. C'est une époque de ma vie que j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça me... C'est du passé, et pour moi le passé, ça n'a rien à voir avec maintenant, quoi. Je me sentais très malheureux, oui. Très triste. J'étais... T'étais pas bien, hein. Non, j'étais pas bien. En fait, j'étais un garçon, mais dans la peau d'une femme, quoi. Et en fait, il fallait carrément qu'on m'enlève cette peau et j'avais envie de sortir pour pouvoir vivre ma vie en tant qu'homme. Stan est transsexuel. Il y a 6 ans, il était encore une fille et s'appelait Cindy. Aujourd'hui, il partage sa vie avec une femme. Delphine l'accompagne au quotidien dans sa transformation en homme. On se connaît depuis qu'on est petit. Il a toujours eu une apparence de garçon extérieurement. Mais d'ailleurs, on en plaisantait. Enfin, je veux dire, les gens autour en plaisantaient plutôt. Parce qu'ils avaient toujours un doute. Il y avait toujours l'ambiguïté, en fait. Personne ne savait vraiment. S'il n'y avait pas eu sa famille pour l'appeler Cindy, on n'aurait pas pu savoir que c'était une fille. Stan a amorcé son changement de sexe il y a 6 ans. Depuis, il suit un traitement médical à vie qui consiste en 2 injections mensuelles d'hormones masculines. Il a également dû subir plusieurs opérations, mais il en reste encore une. Donc il y a eu 3 grosses opérations. Et donc là, il reste la dernière étape qui est la phalloplastie. Donc ça, c'est la grande opération. C'est 12 heures. Et bah, c'est la construction du sexe masculin final, quoi, de son sexe à lui, qui l'attend fort, quand même. Dire. Bien qu'aujourd'hui la transformation physique et identitaire de Stan soit acceptée par sa mère, cela n'a pas toujours été le cas. Au début, ça n'a pas été évident, hein. Normal, quand vous avez une fille pendant 25 ans, vous adorez. Puis du jour au lendemain, on dit bah maman, voilà, telle chose, il va se passer telle chose, je vais être un garçon. Ça vous reste quand même en travers de la gorge, hein. Tu as bien vu la complicité qu'on avait quand tu étais une fille. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir aussi une autre complicité. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Dans la vie de Stan, ce reportage sur Andrea, un homme devenu femme, a joué un très grand rôle. En montrant les images de ce transsexuel à sa mère, Stan lui a fait comprendre qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Ce petit bout de bonne femme là, que vous voyez actuellement a pu avoir envie d'y arriver et elle est arrivée. Donc moi, je me suis dit, si elle est arrivée, pourquoi pas moi, quoi. Ça m'a boosté, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné des forces. Et même encore à l'heure actuelle, des fois, quand je vais pas bien moralement et j'ai un coup de faiblesse, je me rejette dans le livre d'Andrea ou dans son reportage. De la force et du courage, il en a fallu à Stan pour surmonter ses difficultés familiales, mais aussi administratives. C'est vrai, quand on y pense, il y en a qui ont tout simplement, il y en a d'autres qui se battent tout le temps, toute leur vie pour avoir même un petit peu, quoi. Bah ouais, ces papiers, par exemple. Voilà, ces papiers, ouais. Bon, ces papiers, c'est une chose avec laquelle on est. Quand j'ai ouvert les papiers, j'ai pleuré comme un bébé, quoi. C'était, voilà, ma carte d'identité. J'ai pleuré comme un bébé et j'étais content et en même temps, j'y croyais pas. J'ai regardé au moins 10 fois le papier dans la journée. Et après, je me dis, c'est un dur et long combat, mais ça valait le coup, quoi. En fait, quand j'ai reçu aussi ce courrier-là, ce jour-là, j'avais préparé, j'attendais Delphine impatiemment du retour du travail pour la demander en mariage. Aujourd'hui, Stan est un homme à part entière aux yeux de sa famille et de la société, puisqu'il a épousé Delphine il y a 4 mois. Dans quelques mois, Stan sera même papa. Delphine est enceinte grâce à un don de sperme. Ce matin, ils ont assisté à leur première échographie. C'est son père. Voilà, ça c'est son. Ah, c'est génial. Ça fait drôle. Ouais, non, c'est cool. Ah oui.
On a entendu le cœur, ça c'est un grand moment. Ouais, Enfin, c'est un grand moment. Ça fait bizarre. On a du mal à réaliser encore. Mais c'est le début d'une vie, quoi. D'une autre vie. Ouais. Je recrée une famille, ouais. Ma nouvelle famille. Ma femme et mon bébé. Oh là là, que d'émotion! Vous imaginez, madame, devenir grand-mère, mais pas de cette façon-là, j'imagine? Oui, non, pas de cette façon, non, c'est vrai. Et pourtant, je vous ai senti très ému en découvrant l'échographie dans le reportage. Ah, bien sûr, oui. Ouais. Oui, c'est normal. On peut être surpris par la vie, hein? Oui, c'est vrai. Oui. À partir de quel âge Cindy s'est comportée comme un garçon? Oh, tout le temps. Tout le temps, oui. Depuis tout petit, hein. Et même pendant l'adolescence, Stanislas? Oui. Ex-Cindy, donc. Vous refusiez la féminité quand vous étiez ado? Complètement. Je refaisais tout. Les jupes, les couettes, le maquillage, tout. Il n'y a pas un moment où vous êtes senti fille et un moment où vous êtes senti ensuite garçon? Non. Vous êtes tout de suite senti garçon? Tout de suite garçon. La maman l'a ressenti? Que sa fille n'était pas comme les autres filles? Oui et non? Si, je l'ai ressenti. Mais l'admettre, non. Voilà. Oui, je l'ai ressenti. Je voyais bien que Cindy, c'était les camions, c'était les grues, c'était les poupées, c'était de côté, les landaux, c'était... Alors on se dit ça peut changer pendant l'adolescence. Voilà, voilà. Et puis pendant l'adolescence, ça n'a pas changé? Ah, pas du tout. Vous êtes posé des questions d'homosexualité concernant votre enfant? Oui. Ah oui, oui, on se pose la question d'ailleurs. Hein. On se dit, tiens, toujours des filles, donc... bon, bah Cindy aime les filles. Vous en avez parlé avec Cindy? À l'époque Cindy, hein, C'est à l'époque Cindy, oui. Non, pas spécialement, non. Non, pas spécialement. On en parlait, quand je parlais de moi, je disais à une copine ou un copain, mais je parlais jamais de moi. Pour essayer de faire passer un peu le message. Ça passait? Dur, hein? Je vous présente nos autres invités qui sont avec nous aujourd'hui. Erwan, bonjour. Erwan, qu'avez-vous éprouvé en découvrant ce qu'était la transsexualité? Le jour où j'ai pu mettre enfin un mot sur ce que j'étais, c'était un soulagement. Un grand soulagement, puisqu'en fin de compte, moi je me disais à la base que j'étais un fou, tellement que je savais pas ce que j'étais. Je me disais, t'es pas bien, t'es pas comme les autres. C'était dur. Quand j'ai pu enfin mettre un mot, je me suis dit, waouh, il y a une issue. Enfin, je vais pouvoir être ce que je suis. Et c'était un soulagement. On vous appelle Erwan aujourd'hui, vous avez un prénom de baptême de fille. Ouais. Vous voulez même plus le dire? Non. Pour moi, c'est pas moi. Ce prénom, il me représente pas. Si on me dit ce prénom, on ne parlera pas à moi. Vous pouvez nous présenter celle qui est à vos côtés? C'est ma copine, elle s'appelle Audrey. Et, ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Bientôt. Vous l'aimez comme un garçon? Bien sûr. Pour vous, c'est un garçon? Ah oui, totalement. Nos invités, je continue de vous les présenter. Diane, bonjour. Vous avez 53 ans. Aujourd'hui, vous avez entrepris de changer de sexe il y a 1 an seulement. Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Parce que j'ai l'impression que vous aussi, c'était au fond de vous depuis toujours. Tout à fait. Eh bien, c'est... Disons que toute ma vie, j'ai senti que j'étais une femme. Je pensais, de par mon éducation, que j'étais... que c'était du fantasme, que c'était des pulsions que je ne maîtrisais pas. Quel rapport avec votre éducation? Judéo-chrétienne qui était très rigoureuse, très ferme sur les principes et sur la binarité sexuelle. Et à partir de quoi, ce n'était pas concevable. On était garçon, on était fille, mais on ne pouvait pas, quand on était garçon, être une fille. Mon père ne supportait pas cela. Et à partir de quoi, j'ai accepté d'être un garçon, et puis, mais avec toujours ces pulsions que je pensais être des fantasmes. Et puis, un beau jour, après une dépression, et puis en allant sur Internet et en voyant, j'ai bien sûr été chercher dans les sites homosexuels, dans les sites, plein de sites, quoi. C'est une question qui dépasse largement celle-ci, celle de la sexualité, qui est de l'ordre de l'identité, en fait. Je recherchais quel était mon mal-être, pourquoi j'étais pas bien dans ma peau. Et pour vous, c'était vital, vous dites, de changer de sexe? Assez clair. Même passé 50 ans? Ah oui. Ça veut dire que pour ceux qui se sentent mal dans leur peau, il n'est jamais trop tard. Votre fils Steven vous accompagne aujourd'hui. Bonjour Steven. Bonjour. Et bravo aussi pour votre courage à vous tous d'assumer en pleine lumière ce qui s'est passé dans votre vie. Léa, c'était à l'occasion d'une thérapie que vous avez récemment décidé de changer de sexe. Exact. Vous vivez toujours avec votre femme. Vous êtes mariés depuis 25 ans. Comment a-t-elle encaissé la nouvelle d'avoir un mari qui se transforme en épouse? En femme? En femme. En femme. Elle l'a accepté relativement doucement, parce que d'abord elle l'a su par ma fille. Ah bon?
Oui, parce que je m'étais d'abord ouverte avec ma fille sur ma problématique. Vous avez quel âge, Aurore? 20 ans. Vous l'avez su à quel âge? Je l'ai su il y a 2 ans. Et puis Caroline l'a su, donc elle m'a regardé, elle m'a mis en observation, si je puis dire. Elle a dit, tiens, je vais voir, qu'est-ce qui se passe. Et puis finalement, elle a dit qu'elle était relativement gagnante, qu'il y avait un win-win, quoi, chacun gagnait. Et puis il y avait quand même les gosses, il fallait quand même pas détruire ce qu'on avait construit. Gagner parce qu'elle allait pouvoir être plus à l'aise avec vous? Non, parce que moi, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif. J'écoutais enfin mes enfants, j'écoutais enfin ma femme. Donc, moyennant une entorse au contrat familial, elle a trouvé un équilibre entre moi et une tierce personne. L'entorse, c'est ça, c'est le fait de trouver un homme, Un autre homme. la compagnie d'un homme ailleurs. C'est beaucoup de chamboulement pour une toute jeune fille quand même, hein? Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que vous prenez les choses simplement. Oui, bah, en fait, je me prends pas la tête. Donc, je me dis, c'est comme ça, je peux pas changer les choses de toute manière. Et même si j'irais contre, je pense que je gagnerais pas le combat. Donc, vous avez accepté que votre père devienne une femme. Vous l'appelez comment? Papa, Eric, maman, papa. Léa? Non, je pourrais pas l'appeler Léa, ni elle, ni... Non, toujours comme ça. Vous l'appelez toujours papa? Ouais, toujours. Même dehors, les gens, ça les surprend. Oui, ça peut. C'est vrai que je l'appelle papa, mais... parce que moi, je peux pas faire autrement. C'est en moi et je peux pas. Moi, je vous appelle Léa. Si vous voulez. Vous préférez qu'on vous appelle comment? Papa? Moi, je préfère que vous m'appeliez Léa. Léa, c'est ce que je vais faire. Jocelyne, comment vous avez encaissé la nouvelle lorsque Stanislas vous a annoncé que ce désir de changer de sexe allait se transformer véritablement en réalité? Oh ben, pas si bien que ça. Hein. On n'accepte pas si bien que ça. On se fait la raison, mais on l'accepte pas. Vous avez d'autres enfants? Oui. Oui, j'ai 7 enfants. Sur 7, ben voilà. Mais bon, c'est pareil, tout le monde dit j'accepte bien. Bon, Cindy et Stan, c'est super, mais je pense que non, la pilule n'est pas passée. Toujours pas? Oh non, non. C'est dur, hein? Qu'est-ce qui est si dur à encaisser? Bah, vous avez une fille. Moi, je sais que j'avais une fille pendant 25 ans. On avait, je vous dis, une très, très grosse complicité. Cette fille, c'était tout pour moi. Puis, paf, du jour au lendemain, on me dit, ben voilà, maman, voilà ce que je vais devenir un garçon. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ben, c'est un gros choc. Accepte. Tu dois accepter, puisque tu aimes ton enfant, donc tu dois accepter. Et c'est pas évident. Vous avez peur que votre mère vous rejette? Oui. Oui, j'ai eu peur. Et pour moi, il n'était pas question qu'elle me rejette. Oui, mais on ne choisit pas toujours. Non, non, je choisis pas malheureusement. toujours. Non. Mais en fond d'elle, je savais qu'elle allait jamais me rejeter. Je sais que ça allait être dur, mais je savais qu'elle allait accepter. C'est votre père qui n'a pas supporté votre nouvelle vie, c'est souvent le cas dans les familles d'ailleurs. Oui. Il ne veut plus vous voir. Comment vous vivez ce rejet? Bah mal, parce que c'est mon père et comme tout enfant, j'aime mon père. Mais déjà, il m'a beaucoup déçu comme il n'est pas venu au mariage. Donc là, je me dis, bon, bah, autant couper les ponts, quoi. C'est plus facile. Vous vivez toujours avec votre mari? Non. Non. Votre père aussi est séparé de votre mère, Erwan. Lui non plus, il n'accepte pas votre nouvelle identité. Qu'est-ce que vous ressentez face à ce rejet-là, de la part de l'homme de la famille, vous qui avez souhaité devenir un homme? Ouais. Ben, c'est pas évident. Surtout que ça va faire 2 ans. Donc, vous avez quel âge? Je vais avoir 19 ans. Je pense qu'on a besoin de son papa tout le temps, ses parents en général, sa famille. Et c'est vrai que si une personne aussi importante que son papa coupe les ponts, c'est dur. En même temps, on peut pas. Moi, je peux pas faire autrement. J'ai déjà fait le premier pas. Pour lui, c'est trop dur. Le premier pas, vous avez essayé d'en parler avec lui? Je lui ai écrit. Il n'a pas voulu lire. Il veut pas entendre. Pour lui, c'est inconcevable. Aude Michel est psychologue. Bonjour Aude. Vous intéressez à la question de la transsexualité. On en a vu la définition tout à l'heure. Que représente le soutien de l'entourage au moment où on s'apprête à franchir un pas comme celui-ci? C'est essentiel. C'est essentiel. C'est un des facteurs que l'on va prendre en compte dans tout le diagnostic et dans toute la prise en charge. Il est essentiel qu'il y ait un entourage qui soit présent, qui s'est considéré d'un point de vue psychologique comme des facteurs positifs. Ce que je comprends très bien, parce qu'on parle de la question de l'identité, donc l'identité, on la tient aussi de ses parents. Bien sûr. Et pourtant, comment accepter une idée pareille? Enfin, comment avoir le cœur assez grand
Avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir accepter une chose pareille? Je crois que c'est la possibilité de prendre en compte la souffrance de son enfant et de l'entendre et de se dire que la manière de garder l'amour de cet enfant et d'avoir un contact avec cet enfant, c'est de penser qu'il peut évoluer et qu'on peut évoluer avec lui dans cette transformation et garder ce lien et ce contact. C'est essentiel qu'on parle des parents, mais le soutien peut venir du conjoint, peut venir de l'entourage ou d'amis proches. C'est vraiment... Sœur. Voilà, bien sûr. Vous en pensez quoi, madame? Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est l'aider. Mais le dire et le faire, c'est deux choses différentes. Bien entendu, mais vous avez le courage de le faire. De le dire, en tout cas. C'est deux choses. Moi, je dis, comme des fois Stan me dit, allez, maman, tu acceptes, tu dois accepter. Oui, bon, j'accepte, tu es mon fils, je t'aime, je le fais. Mais regarde au fond de moi comme j'ai mal. Non, ça, on ne regarde pas au fond de moi comme j'ai mal. Stan regarde lui, il est bien. Et pourquoi ça vous fait tant mal, madame? Parce que c'est une remise en cause de votre place de mère? Vous avez l'impression d'avoir mal fait les choses? Dans un sens, oui. Oui, dans un sens, oui. Moi, je voulais tellement une fille à la naissance. Je voulais une fille, j'étais heureuse, je jouais à la poupée. J'avais 20 ans quand j'ai eu ma fille. C'était une poupée, c'était quelque chose de formidable. Et après, pouf, m'arrive un garçon. Je pose la question à haute parce qu'on doit se la poser devant la télévision aussi. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce désir de changement d'identité, le fait que cette maman voulait tellement une fille? Voilà. Tellement fort avoir une fille. Est-ce que... Dans certains cas, ça peut avoir une incidence, mais ce que vous auriez certainement fait dans ce cas-là, c'est que dès son plus jeune âge, vous aurez tellement renforcé ce caractère-là que ça aurait été presque étouffant à ce moment-là. Mais... Ça a pu être le cas? Étouffer ma fille? Oui, enfin, l'étouffée de féminité, si j'ose dire. Ah oui, quoi. oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah bon, ah, d'accord. oui, 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 oui. Vous avez débuté cette histoire d'amour avec Delphine maintenant il y a 3 ans. Oui. Quand ce jeune homme vous a fait la cour, vous saviez que c'était une ancienne jeune femme devenue jeune homme déjà? Quand ce jeune homme m'a fait la cour, ce jeune homme ne m'a pas fait la cour. Ah bon. J'ai fait la cour à ce jeune homme, pour être honnête. Et oui, je savais. Oui, je savais parce qu'on se connaissait depuis toujours. Et depuis toujours? Bah depuis assez longtemps en fait. Depuis assez longtemps. En fait, on avait des relations ponctuelles, on se voyait ponctuellement. Depuis l'enfance? Depuis, oui, l'enfance. C'est-à-dire que en fait, son beau-père, donc le mari de ma belle-mère, et mon papa travaillent dans la même société. Donc on se voyait. Et s'il n'y avait pas eu le prénom, l'ambiguïté n'aurait pas été. La question du prénom, c'est aussi, vous avez dit Stan en parlant de votre fils. Wow, c'est même un diminutif de Stanislas, ça prouve que vous avez intégré ce prénom. La première fois que vous avez dit Stan à la place de Cindy, ça a dû être un choc, ça? Oui, énorme. On en parle dans un court instant, juste après ce petit message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous vous disputez tout le temps, mais vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Issu d'une famille nombreuse, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous ou votre conjoint avez été infidèle, mais vous êtes restés ensemble. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire d'Aurélie. Elle ne peut s'empêcher de consulter des voyantes par téléphone. Encore une facture France Télécom, on se tape encore 300 €, on fait comment pour payer? C'est une nécessité pour moi. Et tu sais très bien que quand ça va pas, la première chose que je fais, c'est que j'appelle. Et depuis que vous consultez, vous y avez laissé combien d'argent? Je dirais que j'ai laissé à peu près plus de 10 000 €. Et aussi l'histoire d'Emmanuel. Depuis le décès de son fils, il communique avec lui en utilisant sa radio. Natou, est-ce que tu peux venir? Voilà, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Hein. Tu me causes. Tu as entendu là? Tu me causes. Enfin, Juliette, médium, se risquera à quelques prédictions. Je pense que vous allez faire quelque chose au niveau européen. D'accord. Et puis je vous vois un deuxième bébé dans 2 ans. Je sais que je vais poser la question la première fois que vous avez appelé Cindy Stanislas. Comment vous avez choisi ce prénom? Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Comment vous avez choisi ce prénom? En fait, j'ai choisi parce qu'une fois, j'étais vers ma maman et je lui ai dit comment tu aurais pu m'appeler si j'étais un garçon? Et elle m'a dit Stanislas. Et donc, j'ai fait un beau cadeau qu'un enfant pouvait faire à sa maman. Je me suis appelé Stanislas. C'est mignon de respecter la volonté de sa mère.
Donc Delphine, si j'ai bien compris, vous connaissiez depuis tout petit, vos parents étaient amis, parce que moi, les pertes de repères, ça... et vous vous êtes retrouvés beaucoup plus tard. Donc vous l'avez connu petite fille, vous l'avez retrouvé garçon. Oui. Avec la prise d'hormones. Voilà. Vous redoutiez les relations intimes au départ? Plus Delphine. Ouais. Moi, non. Moi, je vivais ma vie, je regardais pas à droite, je regardais pas à gauche, je vivais, quoi. Comment vous faites, autant qu'on puisse l'expliquer? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. On a des relations complètement normales. Aussi, voilà. Bon, Stan n'a pas tout à fait terminé, mais... Vous avez un pénis? Oui. Mais c'est une prothèse. Voilà. Voilà. Donc on vit normalement comme un homme et une femme. On attend encore une opération. Hein, monsieur attend une opération. Pour ma dernière opération, la phalloplastie. Là? La phalloplastie. Phalloplastie, c'est-à-dire qu'on vous fabrique véritablement un pénis. Voilà. Mais jusque-là, on a toujours eu... On peut comprendre que vous y preniez du plaisir, sans entrer dans les détails, mais et vous aussi? Oui, tout à fait. Ah oui. Comme un homme et une femme. Sans orgasme en ce qui vous concerne? Oui. Aussi. La maman, bah ouais. Si. Bien sûr que si. Comment votre famille, Delphine, a accepté votre situation conjugale? Il y a eu une réaction en 2 temps. Dans un premier temps, donc, ma maman a extérieurement bien pris les choses. Et, elle avait connu Cindy. Voilà. De toute façon, mes parents ont été au courant dès le départ, puisqu'ils nous connaissaient, enfin, ils se connaissaient. Et bon, mon papa a eu une réaction un petit peu, je dirais, je reste sur mes gardes en observateur, je vois comment ça se passe entre eux, on verra après. Et maman, d'emblée, a eu une réaction plutôt sympa. Et puis, par la suite, je ne vais pas dire la tendance s'est inversée, mais c'est pratiquement ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vois plus ma maman. Je crois savoir que c'est surtout parce qu'elle ne comprend pas la démarche de mon mari. Et bon, papa, on a des relations extrêmement... Enfin, il a des relations d'un gendre avec son... À quel point ça vous affecte que votre maman ne vous suive pas? Ça a été une grosse déchirure. Et moi, moi j'estime qu'on a joué franc jeu dès le départ. Donc, je ne veux pas dire que c'est elle accepte ou elle accepte pas, mais ma foi, on a toujours été honnête dans ce sens-là. C'est un gros sacrifice par amour pour vous, j'ai l'impression quand même, non? Oui. Énorme. Ouais. Moi, ça me fait mal pour Delphine. Parce que si on regarde le tableau, c'est un peu de ma faute. Moi, je lui dis pas comme ça. Plein de fois, je lui dis, va voir ta maman. Va la voir, je reste à la maison et toi, va la voir. Mais Delphine, elle refuse d'y aller sans moi. Vous étiez au mariage de votre fils? Ah, bien sûr. Vous étiez émue comme une maman? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est vrai que c'était pas comme ça que je l'avais imaginé. C'était pas un fils que je devais marier, c'était ma fille. Moi, je m'étais imaginé une grande robe blanche, une belle mariée. Donc voilà, j'ai marié mon fils. Mais je me suis vengée sur ma belle-fille. J'ai bien vécu la vengeance. Hein. Je me suis vengée sur ma belle-fille. Ce que j'ai pas pu donner à mon fils, je l'ai donné à ma belle-fille. Vous aimez toujours jouer à la poupée, vous? Encore aujourd'hui, ça? Encore aujourd'hui, oui. J'ai 2 petites filles et je joue encore à la poupée avec mes petites filles. Vous êtes déjà grand-mère? Oui, vous allez à nouveau le devenir? Oui. Vous allez entendre ces enfants appeler Stanislas papa, alors ça va encore être une étape supplémentaire. Vous êtes prête? Oui. Papa, c'est ainsi qu'Aurore appelle Léa. Léa s'appelait Eric il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il a décidé de changer de sexe en fait l'an dernier pour devenir Léa. Ça ne change rien pour sa fille Aurore ici présente. Attends, c'est bien. Il y a 3 ans, Eric a décidé de changer de sexe. Désormais, il est devenu une femme, se fait appeler Léa et porte jupe et talons. Avec mon père, quand je fais les courses, ça dépend comment les gens ils nous appréhendent. Ça dépend. Parce que soit ils sont à l'aise et ça passe tout de suite, ou soit on sent un décalage, ou alors là, ça me met mal à l'aise tout de suite. C'est pas pareil. Et papa, essaye la chemise avec. Je m'appelle Eric pour tous les gens qui me connaissent, parce que je crois que je suis comme ça. Et Léa, c'est pour les nouveaux. Mais les gens qui me connaissent, ils ne veulent pas en démordre, c'est Eric. Pendant 30 ans, j'ai jamais pu me regarder dans une glace. Maintenant, je peux même un peu trop, d'ailleurs, entre parenthèses. Je passe un peu trop de temps devant les glaces. Mais avant, c'était impossible. Je n'existais pas parce que je ne pouvais pas me regarder dans une glace. Eric s'est marié il y a 27 ans et a eu 2 filles. Il a toujours été attiré par les hommes sans pour autant se sentir homosexuel. Quand il a compris qu'il voulait être une femme, il a commencé à prendre des hormones il y a 3 ans.
Il y a eu des moments durs au début, quand on t'apprend que ton père, il va devenir une femme. Bon, bah, c'est sûr, sur le moment, t'es un peu scotché, quoi. Tu te demandes, t'as plus tes repères, tu sais plus qui est qui, qu'est-ce que je vais faire, comme s'il partait, il m'abandonnait. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai réagi en faisant de l'anorexie, parce que j'avais besoin qu'il s'intéresse à moi, parce qu'il s'intéressait à lui. Ça a été dur, ça a été dur. À partir du moment où elle a compris que de toute façon, j'étais son père, que je serais toujours son père, que dans notre façon de voir les choses, enfin, je l'ai éduquée, donc les chats ne font pas des chiens. Donc elle est ma fille pour le restant de ses jours. C'était moi qui changeais, mais pas la relation. Voilà, ça. Eric, alias Léa, habite toujours avec son épouse. Celle-ci n'assume pas la nouvelle situation et a choisi de rester anonyme. Le changement d'Eric a été une surprise pour elle. En 27 ans de mariage, jamais il n'avait parlé de son envie d'être une femme. Son désir de changer, à vrai dire, il est venu petit à petit parce qu'il a d'abord essayé de m'en parler en allant dans des boîtes un petit peu spéciales, c'est-à-dire des boîtes pour travestis spécialisées. Donc moi je suis rentrée dans le jeu parce que ça me faisait un peu rire, à vrai dire. Disons que ça me dérangeait pas parce que bon, c'était juste le week-end. Et dans la semaine, il était toujours un homme. Mais j'ai pas compris pourquoi Et puis les week-ends se sont transformés en semaines. Quand il a pris des hormones, à vrai dire, là j'ai commencé à voir qu'effectivement là c'était vraiment irréversible. Ouais. Par contre, le paradoxe, c'est que j'en ai souffert, mais au même moment, j'ai eu une opportunité d'aller avec quelqu'un. Et au début, je me suis dit non, puis après, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, parce que vu la situation, autant que j'en profite. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amenée à mener quand même une vie parallèle. Pour sauver son mariage, la femme de Léa a décidé de rester. Moi, quand je décide d'épouser quelqu'un, c'est vrai que bon, bah, c'est quelque chose qui est fort chez moi. J'ai construit quelque chose avec lui. On a eu 2 filles, j'ai pas envie de détruire une famille. Et puis je trouve qu'on arrive bien à s'accommoder comme ça. Parce que nous, on a quand même des côtés complices que les gens comprennent pas trop, justement. Vous comprenez, il n'y a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de parler, vous comprenez, vous avez la même façon de vivre. Ben voilà, c'est une déclaration d'amour. Ça fait combien de temps que vous vivez avec votre femme? Ça fait 27 ans. En 27 ans de mariage, enfin avant que vous vous transformiez en femme, votre femme avait senti ce problème d'identité que vous aviez en vous? Vous aviez une relation de couple normale? Non, enfin on avait une relation de couple un petit peu tumultueuse, parce que moi je n'étais pas spécialement bien dans ma peau. Quand j'ai eu mes enfants, je pense que je me suis un petit peu trop substitué au rôle de femme. Maman? De maman. Et oui, Aurore. C'est-à-dire dans les faits. Il a quand même pris... Il Ouais, moi je peux pas l'appeler autrement, je peux pas dire elle, c'est pas possible. Et quand il a quand même pris la place de la mère auprès de moi et ma sœur. Il faisait un peu son rôle, il était vraiment présent, très présent près de nous. Il faisait tout ce qu'une mère pouvait faire. Mais ça a été beaucoup plus grave que ça, parce qu'à un moment, vous avez vu votre fille Aurore, ici présente, tomber dans l'anorexie. À quel âge? 17 ans. 17 ans. 16-17 ans, ouais. Et vous vous êtes dit que c'était lié peut-être à ce problème d'identité que vous ressentiez au fond de vous? Oui, tout à fait. Moi, je pense que j'ai une part de responsabilité là-dedans. Si notre ami psychologue peut le confirmer, je pense que l'anorexie, c'est une rupture de l'image de la mère entre 0 et 6 ans. Et je pense que j'ai participé à ce jeu de miroir qui s'est mal passé et qui est ressorti à 15-16 ans. Rupture de lien entre la... Rupture de l'image, la fille qui a du mal à s'associer avec sa mère. Et forcément, moi, j'étais en plein milieu. Je pense qu'à l'usage, enfin bon, je pouvais peut-être pas faire autrement, mais j'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. Par exemple? Me substituer au rôle de la femme au niveau de l'éducation. Mais aujourd'hui, on est plus moderne que ça. On a l'impression que le père et la mère donnent chacun leur part d'affection. Je sais, mais c'est et tiennent chacun leur rôle d'autorité. Chacun peut avoir son rôle de l'autorité, justement. Il y a un rôle d'autorité en tant qu'homme, un rôle d'autorité en tant que femme, et moi, j'ai fait le rôle d'autorité en tant que femme. Vous voulez dire un mot, Aude? Je pense que c'est clair que dans une famille, lorsqu'il y a quelqu'un qui manifeste quelque chose de particulier à un moment donné, ça a une répercussion sur toute la famille. Donc un comportement particulier, en l'occurrence ici du père, va avoir une répercussion sur ses enfants qui va se manifester à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle la vision systémique, c'est-à-dire que le symptôme, la difficulté peut porter sur quelqu'un, puis sur quelqu'un d'autre à un autre moment. Ce n'est pas particulier au transsexualisme, c'est dans toute
famille. Mais ici, en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut entendre des choses de cette manière. Comme Stanislas, vous sentiez dès l'enfance qu'il y avait quelque chose qui clochait? Non. Non, pour moi, ça clochait pas de jouer avec des filles, ça clochait pas de jouer à la marelle. Moi, je pensais que c'était normal. J'ai fait 2-3 tentatives de relations homosexuelles. On n'est pas homosexuel, donc ça colle pas du tout. Et puis, il y avait une pulsion d'enfant qui était beaucoup trop forte, donc j'ai quitté le milieu familial pour me marier. Pour avoir des enfants? Pour avoir des enfants. Vous vous disiez peut-être au fond de vous, puisque je n'arrive pas à devenir femme, au moins je vais devenir mère? Oui, ça c'est assez clair. Alors, votre femme a un amant? Oui. Et vous? Non. Vous vivez sans vie sexuelle? Oui. J'ai délégué le devoir conjugal à quelqu'un d'autre, je m'en porte pas plus mal. Hein. Ça ne vous manque pas? Non. Ça ne vous a jamais plu? Ben, dans ma tête, c'est conflictuel. Les rapports sexuels que j'avais étaient conflictuels. Ah bon, à part l'orgasme, et chez l'homme, il était assez court, je n'avais aucune satisfaction. Plénitude. Et vous, Diane? Moi, en tant qu'homme, j'ai pris mon pied. C'est clair. Mais maintenant, je prends mon pied à être femme, mais pas sur le plan orgasme sexuel, sur le fait simplement que je suis une femme. C'est tout. Vous n'avez pas de sexualité? Vous n'avez plus de sexualité depuis que vous êtes une femme? Du tout. Et ça vous manque pas, en fait? Ah non, mais je me sens tellement bien comme ça. Vous avez eu besoin d'un électrochoc pour sauter le pas et décider de changer d'identité sexuelle, oui, on dit sexuelle, d'identité. Après 21 ans de vie de couple, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet électrochoc? 27 ans de vie de couple. 27. Cet électrochoc, ça a été une vilaine dépression due principalement au surmenage de travail. Et quand on tombe très bas, pour se reconstruire, on ne peut se reconstruire que sur des bases saines, c'est-à-dire véritablement qui on est. Comment vous l'avez expliqué à votre famille, à votre fils qui est à côté de vous? Eh bien, c'est mon épouse qui, par téléphone, a commencé déjà à le sensibiliser. Et puis après, j'ai eu des conversations avec eux, lui et sa sœur. Mais je pense qu'il en parlera mieux que moi. Alors bon, c'est des choses qui arrivent, en fin de compte, je n'ai pas trop le choix, donc voilà. Hein. Oui. La preuve, c'est que ça arrive, voilà. Donc je suis là, c'est cool. La première fois que vous l'avez entendu, vous avez réagi comment? J'ai pas tout de suite réagi, j'ai pas tout de suite réalisé. En fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends de voir, explique-moi bien dans le détail, parce que je comprenais pas tout à fait. Ok, papa change de sexe, bien, ok, d'accord. Et bon, il en est où là? Je sais pas, ça physiquement on a commencé à me raconter son tour de poitrine, tout ça. Bon, d'accord, ok, c'est lui qui a le plus de sang dans la famille, bien. Ok. Ah, c'est un appel à la tolérance pour les enfants. Hein. Bah, de toute façon, voilà, quoi, c'est arrivé. Donc, maintenant, moi, j'ai toujours mon père qui est là. Maintenant, c'est une femme. Bon, comme je dis souvent, physiquement, j'ai jamais été attiré par lui, donc pour moi, ça change pas trop. Et voilà. Drôle. L'humour de votre fils doit faire du bien dans la famille, non? Oui, tout à fait. Sauvé par l'humour. Souvent, on sauve beaucoup de situations qui sont un peu difficiles, etc. Mais pas uniquement dans la famille. Je pense que l'humour sauve bien des choses et bien des situations. Ouais, je suis d'accord avec vous. Julie, bonjour. Bienvenue. Vous avez entamé un processus de transformation à 50 ans passés. Vous avez attendu que vos enfants partent de la maison. Vous êtes professeur. En avril dernier, ils vous ont vu une femme pour la première fois. Je parle de vos enfants. Comment ont-ils réagi? Eh bien, mes enfants ont réagi avec énormément d'émotions. Alors d'abord, mes enfants, il faut dire qu'ils sont pas tout petits. Maintenant, ils ont environ de 25 ans. Il y a un garçon et une fille. Et donc, ce sont les êtres qui comptent le plus pour moi au monde, les enfants. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus bloqué, je dirais, Pourquoi j'ai attendu si longtemps? D'abord, quand ils sont nés, j'ai décidé ce jour-là que tant qu'ils ne seraient pas hors d'affaires, je ne ferai rien du tout. Je ne passerai pas le plus petit passage à l'acte dans le sens de la féminisation. Et pendant ce temps, ça se passait comment avec votre épouse? Ça se passait normalement parce qu'on avait décidé qu'on n'en parlerait plus jamais. Vous en aviez parlé avec elle, donc? Au début, oui. Puis on avait décidé que c'était quelque chose d'impossible, une chimère, et que le seul moyen de lutter contre cette chimère, eh bien, c'était de l'enterrer bien profond, de mettre beaucoup de béton par-dessus et de ne plus en parler, donc d'avoir la volonté, si vous voulez, de ne pas aller dans ce sens et de ne pas jouer ce jeu. Pendant plus d'une vingtaine d'années? Donc, oui, 25 ans même. Et donc, moi, j'ai décidé, effectivement, sciemment, de ne pas risquer de gâcher la vie de mes enfants
en les troublant pendant leur adolescence, pendant leur enfance. Pendant leur construction. Voilà. Et donc j'ai tout fait pour être zéro défaut. Et être... Donc personne ne s'est jamais douté de rien. Enfin, même que les voisins nous prenaient même pour un couple exemplaire. Et donc le fait de veiller sur ma couvée, ma famille, ma femme, mes enfants, a fait que j'avais une ardente obligation de me... Et puis je pensais que ce n'était pas possible, je pensais que ça ne le ferait pas. Que si vous avez réussi à positiver, ce qui est difficile et assez rare d'ailleurs, enfin je veux dire de pouvoir aller par-dessus la frustration pour pouvoir vivre une vie professionnelle, conjugale et de père satisfaisante. Oui, assez, tout à fait, satisfaisante. Il y a plein de bien côtés, mais je dirais c'est comme une image. On peut être, si vous voulez, être enfermé dans un beau château et avoir tout ce qu'il faut dans ce château. C'est confortable, on peut avoir une vie agréable, mais on est quand même enfermé. C'est comme peut-être la série Le Prisonnier ou d'autres choses. C'est qu'on est dans un univers où il peut se passer des choses agréables, mais avec le sentiment qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la clôture, quelque chose de l'autre côté du mur. Qui vous attire, qui vous ressemble. Qu'on veut absolument. C'est que c'est de l'autre côté du mur qu'est sa vraie vie. Donc, voilà. Alors, on essaie de ne pas y penser. On essaie, de temps en temps, on pense à faire le mur, mais juste comme ça pour s'amuser. Et puis, vous avez fait le mur un peu? Non, justement, pendant 20 ans, je n'ai absolument pas voulu faire le mur. Je n'ai même pas commencé à construire d'échelle, ni rien du tout. Mais en vous rêvant femme, est-ce que vous étiez attirée par les hommes? Alors, je n'ai jamais été attirée par les hommes et jamais été homosexuel dans mon rôle d'avant. Quand je me rêvais femme, ce n'était pas pour des motifs vraiment sexuels, c'était plutôt me voir femme, me voir faire des courses, me voir être dans la société, dans un rôle, dans une posture féminine, et plus, je dirais, m'imaginer marchant dans la rue, faisant des courses, que m'imaginer m'accoupler avec un homme. Et depuis? Eh bien, depuis, pour l'instant, je suis, comme certaines de mes consoeurs ici, dans un état totalement neutre, parce que je dirais les hormones qu'on prend, l'androcure et ce genre de choses, de toute manière, sont des castrateurs chimiques qui, de toute manière, vous enlèvent une grande partie de la libido et de l'envie. Donc, ça prouve bien qu'on ne le fait pas pour des raisons sexuelles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le mot transsexuel est très gênant, parce que ça n'a rien de sexuel, notre histoire. Ça a quelque chose du genre, c'est-à-dire d'une position dans la société, ça a quelque chose du genre d'un rapport au monde, comme elles le disent. Ce qui compte, c'est qu'on nous appelle madame, c'est qu'on soit femme, qu'on couche avec quelqu'un ou pas, ou qu'on ait des professeurs, ça ne c'est pas vraiment le plus important. Pour moi, je suis passé par-dessus le mur, ou plutôt c'est le mur qui s'est cassé la figure. Et vous courez dans les prairies. Et, voilà. Et donc je suis parti dans la brèche. Cette fois-ci, c'était trop fort, donc le mur s'est écroulé. En 2 mots, avec le soutien de votre femme? Non, avec la totale opposition de ma femme, qui n'a jamais voulu, tout du moins, qui a tout fait pour me tenir dans ma volonté en disant c'est pas possible. Reste ici. Et donc reste ici, de toute manière, c'est pas jouable, c'est insensé. Avec la compréhension de vos enfants? Non. Enfin, oui et non. Je leur ai dit il y a 3 ans, quand j'entamais le processus, je les ai quand même prévenus que voilà, qu'il fallait que je leur dise que toute ma vie, je m'étais sentie une femme et que j'avais envie d'aller plus loin dans cette voie. Ils m'ont écouté. C'était dans la voiture, on écoutait les Beatles, et ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, et j'ai continué pendant 1 an, parce qu'ils avaient entamé leurs études, ils n'étaient plus avec moi, et j'ai continué. 1 an après, je leur ai redit, à nouveau, je les ai eu dans la voiture, tous les deux, et je leur ai redit, parce que moi j'avais peur surtout qu'ils imaginent aussi une image monstrueuse, qui me voit en barésie, sur des hauts talons, avec du gros rouge à lèvres, la méchante perruque, etc. Je n'ai rien contre les gens qui font ça, mais je ne voulais pas qu'ils aient cette image de moi qui me paraissait encore plus terrifiante que de voir une image réelle. Et donc, mais bon, je ne pouvais quand même pas me montrer. Alors je leur disais que ça... Et puis, toujours rien. Sauf que, bon, ma fille m'a dit à ce moment-là, la seule chose qu'elle ait dite, c'est le principal, c'est que tu sois heureux. Et puis, quand j'avais dit à mon fils, quelque temps après, il m'avait serré dans ses bras. Donc, mes enfants étaient dans une sorte d'acceptation, mais muette et douloureuse, mais ils n'en parlaient pas, on n'en parlait pas. Oui, ils ont montré de l'affection, ils ont montré qu'ils Voilà, simplement, ils étaient dans le silence, et moi, je jouais les chevaliers d'Éon, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 3 mois, je pouvais apparaître soit en homme, soit en femme, selon les gens à qui j'avais affaire. Donc, pour ma famille, pour mes enfants, j'ai toujours continué à apparaître comme j'étais avant, tant que j'ai pu, jusqu'à ce que je sois sûr que vraiment, j'allais me faire opérer, que cette fois-ci, c'était sûr et que c'était irréversible. Et donc là, je leur ai écrit et je leur ai dit, bon ben voilà, suite des épisodes précédents, je vais me faire opérer cette fois-ci et je vais donc vraiment devenir une femme.
Et donc, je tiens à vous le dire, et j'aimerais bien qu'on en discute, et puis j'aimerais bien que vous me rencontriez en tant que Julie, parce que je voudrais quand même... Et donc, ils ont quand même été chouettes, parce qu'ils l'ont accepté. Comment ont-ils réagi au final? Ils ont réagi, ils étaient complètement émus, bloqués, ils n'osaient pas parler, et alors ils sont mignons, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient une lettre à la main, parce qu'ils pensaient qu'ils ne pourraient pas me parler, donc ils avaient préféré l'écrire. Et ils m'ont dit, donc dans leur lettre, il y avait... écoute, on t'aime, on vient parce que tu nous as demandé parce qu'on t'aime, tu as été un excellent père, donc ce qui est bien, parce qu'il y en a plein qui se font reprocher de ne pas avoir été un excellent père, mais il va nous falloir beaucoup de temps pour te voir, et donc pour l'instant, ils sont, je dirais là aussi pour prendre l'image de gens qui ont reçu un coup de poing dans le ventre et qui sont en train de reprendre leur souffle. Là, ils commencent à me réécrire, je suis une carte postale de ma fille et de mon fils, et donc les connexions sont toujours branchées, mais ils sont encore sous le coup du choc. Merci, monsieur Chevalier-Déon. Erwan, vous imaginez à attendre aussi longtemps, avoir à attendre aussi longtemps, 25 ans en l'occurrence? Non, jamais. Ça va plus vite aujourd'hui. Vous vous êtes beaucoup renseigné sur Internet pour comprendre ce qui vous arrivait. Ouais. Vous avez trouvé des solutions? Des solutions. Des réponses à vos questions? Oui, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand on ne sait pas ce qu'on est. Mais ouais, c'est grâce à Internet, vraiment. Tout ça est très bien expliqué dans le reportage qui va suivre, on en parle juste après. Vous avez compris donc que c'était 16 ans que vous aviez besoin de changer de sexe pour vivre pleinement. Vous avez donc décidé de devenir un garçon. 2 ans plus tard, à 18 ans, vous entamez votre traitement hormonal. C'est ici en fait que je venais tous les mercredis. Tous les mercredis, je rentrais dans l'église et puis je priais. Je suis resté 2 à 3 heures. Puis souvent, ça m'arrivait de crier de l'injustice en fait. Je comprenais pas pourquoi Dieu s'était trompé, je comprenais pas ce qu'il attendait de moi. Je m'arrêtais pas de prier en espérant que le lendemain, je me réveille et puis paf, tout soit fini, tout soit rentré dans l'ordre. T'attendais un miracle, quoi. Ouais, un miracle. Le miracle qu'attendait Erwan, c'était de se réveiller garçon alors que la nature l'a fait naître fille. Il y a 4 ans, grâce à Internet, Erwan a enfin mis un mot sur le mal-être qui le ronge depuis l'enfance. Je suis allé faire une recherche sur Internet et je savais pas du tout quoi taper sur la barre de recherche. Et parce que vu que je pouvais pas mettre de mots, c'était difficile. Donc j'ai marqué, il me semble, fille qui n'en est pas une. Et je suis tombée sur des forums ou sur des sites expliquant ce qu'étaient les problèmes, le problème d'identité. Et donc j'ai tout lu et je me suis retrouvée. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie mieux. Puis à 16 ans, 2 ans plus tard en fait, c'est là que je me suis dit faut que j'en parle à mes parents. Mon père a décidé de ne plus garder vraiment contact avec moi pour se préserver parce que pour lui c'est trop dur et c'est vraiment pas concevable. En fait pour l'instant mon père il est un peu dans la honte. C'est vraiment dommage parce que mon père je l'aime. Et la distance qui est mise entre nous, ça me fait mal, parce qu'il me manque. Et j'ai besoin de lui comme j'ai besoin de tout le monde. Depuis quelques mois, Erwan est scolarisé dans un nouveau lycée. Madame Chassin, la directrice de l'établissement, a accepté de l'inscrire sous son identité de garçon, même si pour l'état civil, Erwan est encore une fille. En pleine révision? Oui, de mathématiques? Ouais. Quand je suis arrivée, vous avez parlé au masculin. Il est pris, vous avez dit. Alors là ça m'a bouleversée et je me suis dit waouh, parce que dès le premier abord, dès que je suis arrivée, vous m'avez considérée telle que j'étais. Donc dès qu'on me considère telle que je suis, ça va tout de suite, je suis à l'aise tout de suite, ça va forcément mieux. Ta maman, elle, a beaucoup de mal avec ça. Non pas qu'elle ne t'aime pas, alors là, loin de là, vraiment. On sent vraiment tout l'amour qu'elle peut avoir pour toi. Mais c'est vrai que pour elle, tu étais une petite fille. Et elle me l'a dit, sa petite fille est morte. C'est comme ça qu'elle le voit. Et elle a du mal aujourd'hui à se dire... Oui, à faire le deuil de cette petite fille et à se dire, j'ai un grand garçon. Ouais. J'ai déjà assez de ma propre souffrance. Si je dois en plus prendre la sienne, je ne sais pas si j'arriverai à tout gérer. Lorsque ta maman te reconnaîtra en tant qu'homme, et c'est ce qu'elle fera, c'est une mère, elle t'aime. J'espère que ça se fera quand même rapidement, parce que c'est maintenant que j'ai besoin d'elle, c'est quand je suis dans mon parcours. Après, mon parcours sera terminé, jamais je lui fermerai les bras. Mais c'est vrai que c'est maintenant où c'est difficile, où il faut que j'aille chez le médecin, tout ça. Et le soutien est le plus important dans cette période-là.
Adrien est un ami d'enfance d'Erwan. C'est l'une des premières personnes à qui celle qui allait devenir Erwan a confié son secret. Quand je t'ai annoncé problème d'identité, t'avais été quand même vachement étonné. À ce moment-là, donc il y a 2 ans, j'en parlais pas du tout, je me cachais. Et le dire comme ça, donc t'étais à mon avis la 3e personne à qui je l'ai dit. J'avais peur que ton regard après il change vraiment, que quand tu me croises, tu pars, tu vois, tu m'évites. Ouais, en fait, je pensais que tu me racontais une connerie là, tu vois. Et après, je me suis fait. En fin de compte, hein, c'est venu vachement rapidement. Ouais, le soir même, je t'ai serré la main, quelque chose comme ça. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu prennes pas ça pour une maladie mentale. Tu l'as pris d'une manière humaine. C'est grâce à toi que j'ai pu sortir de chez moi, que j'ai pu parler, m'ouvrir un peu plus en fait au monde extérieur. Et c'est vrai que si je t'avais pas rencontré, je pense que je serais toujours un peu fuyant. Je serais pas comme maintenant en fait. Depuis 4 mois, Erwan vit une histoire d'amour avec Audrey. Ouais, allez, on va à la pharmacie. Je vais chercher mes hormones quoi. Actuellement, Erwan a encore un sexe de femme, mais bientôt il sera opéré pour avoir un sexe d'homme. En attendant, il commence un traitement médical à base d'hormones masculines. Ce traitement va développer sa musculature, son système pileux et faire muer sa voix. Ça y est, je suis trop content. Tout est enclenché, quoi. J'ai la première injection. Ça va changer beaucoup de choses, c'est le début de ton parcours. Raya, elle n'a plus besoin de vraiment me battre, puisque là, je suis dans le protocole, ça va aller beaucoup plus vite. Et... Oh, I am what I am. I'll do what I want. Tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? Bah, bien sûr, ouais. C'était magique. T'étais la première fille à qui je l'ai dit dès le premier soir. Je préférais que ça soit clair tout de suite, comme ça, pas besoin de me cacher. Mais finalement, t'as bien fait. Ouais, mais c'est vrai que j'avais peur. J'étais simplement intriguée parce que je connaissais pas vraiment, j'avais jamais entendu parler de ça. Je me rappelle, je t'ai dit, est-ce que ton regard a maintenant changé? Puis tu m'as dit non, et puis après tu m'as serré dans les bras. Bah, c'était toujours toi, hein, je t'aimais comme t'étais, donc ça allait rien changer. Parce que t'es un garçon formidable, et donc j'avais envie de te découvrir encore plus. J'ai pensé que ça fait du bien d'être là aujourd'hui quand on regarde dans le rétroviseur, non? Ouais. C'est dur. Ouais. C'est pas facile non plus. Qu'est-ce qui est dur encore aujourd'hui? Devoir vivre des choses difficiles vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres. Enfin, moi, ça va, c'est surtout en fait vis-à-vis de ma mère. Qui n'accepte pas? Elle a du mal. Parce que le regard des autres est vraiment pesant. Vous vivez ensemble toujours? Ouais. À la maison? Ouais. Et comment elle vous le fait ressentir? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle ne m'appelle pas par mon prénom, par le prénom civil. On va dire qu'elle ne m'appelle pas. Elle évite de dire des pronoms, tout ça. C'est déjà bien, mais j'aimerais tellement pouvoir être considéré en tant qu'Erwan, en tant que moi-même. Et ça c'est dur. Vous avez des conversations avec elle? Vous essayez d'en parler? Non, c'est trop difficile. C'est vraiment difficile. Et vous étiez déjà ensemble, en fait, quand vous avez appris que votre petite amie avait, dans son passé, été une fille? Oui. Ça a dû être un choc pour la jeune fille que vous étiez? Bah, un petit peu quand même. Mais je l'aimais comme... pour moi, c'était un garçon, c'était clair, et je l'aimais, donc j'ai accepté. Et votre famille? Elle n'est pas au courant. Elle va l'être aujourd'hui? Je sais pas. Probablement, oui. Il y a toujours si c'est pas vos parents qui regardent, des amis qui ont vu et qui le diront, vous avez envie qu'ils le sachent? Oui, d'un côté. Vous savez pas trop comment leur dire de l'autre? Oui, et puis Erwan veut pas tellement qu'il sache. Erwan, c'est un peu paradoxal. Oui, vous avez peur. À mon avis, vous avez envie qu'ils le sachent, mais vous avez peur de leur réaction. Mais leur réaction, oui. Parce qu'ils sont, vis-à-vis de moi, ses parents, ils sont vraiment géniaux. Et j'ai vraiment peur que le regard, il change. Qu'est-ce que vous en pensez, Aude? Quelles sont les précautions oratoires qu'on peut avoir? Oui, je pense que là, ce qui est essentiel, c'est que vous parliez de votre souffrance, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a amené jusque-là. Et votre ami, de l'amour que vous ressentez pour lui. Je pense que là, c'est vraiment parler en termes de ressenti profond, comme tout le monde l'a un peu expliqué jusqu'à présent, dans cette manière de se dévoiler et de dévoiler à l'autre ce qui se passe en soi profondément.
À quel moment de votre vie vous avez eu envie vraiment qu'on vous appelle Erwan, comme un garçon? Déjà, je me suis fait appeler Erwan dès l'âge de 12-13 ans. Et pour moi, c'était vraiment... Enfin, c'était fort pour moi qu'on m'appelle Erwan, que je puisse être reconnu. Mais je trouve que, par exemple, dans le reportage, vous dites que j'étais une fille. Non, je l'ai jamais été. J'ai jamais été une fille, j'ai toujours été un garçon et je le suis. Je suis un garçon et c'est tout. Je ne vais pas le devenir, on va simplement me restituer ce qui aurait dû me revenir dès la naissance. C'est une erreur de la nature. Mais pour moi, j'ai jamais été une fille. Vous ressembliez à une fille? Même pas. Même pas. Vous aviez l'enveloppe d'une fille, d'une certaine manière. Oui, mais cette l'enveloppe ne fait pas le cadeau, hein. Proverbe indien. Hein, tout à fait. Puis, de toute façon, nous, notre enveloppe, on l'occulte, en fait. Moi, j'y pense pas et je veux pas. Parce que c'est un dégoût, c'est une prison permanente. En tout cas, dans le lycée où vous êtes aujourd'hui, on a accepté, les profs, le personnel encadrant a accepté Ils ne sont pas au courant. Il n'y a que la directrice, 2 personnes de l'administration et l'infirmière. Vous êtes venu dire quelque chose d'important à beaucoup de gens en même temps aujourd'hui, j'ai l'impression quand même. Hein. Un petit peu. Mais ce que j'avais envie de faire surtout passer comme message, c'est que ce qu'on est, c'est pas une maladie. On l'a pas choisi. C'est pas un choix, ça c'est sûr. C'est une souffrance. C'est tout. Je crois qu'on peut tirer 3 leçons de cette émission. La question de l'identité dépasse largement la question du sexe. Pour réussir à s'accepter, il faut être accepté par les autres. Et en famille, quand il y a de l'amour, eh bien, j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve. On le voit dans vos familles, dans celles des uns et des autres. Votre sœur qui vous accompagne. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.